tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Avec un petit peu d'attente, je vous laisse découvrir le 20e épisode de Métamorphose professionnelle avec Céline, qui a été longtemps en quête de sens et a fini par trouver sa juste place en fondant Réorientez-moi, spécialisée dans l'accompagnement à l'orientation professionnelle. Je vous laisse écouter son parcours. Bonjour Céline. Bonjour Tiffaine. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va super. Ouais. Je suis ravie. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Métamorphose professionnelle, en tout cas. Et puis, pour commencer, je vais te demander de te présenter, si tu veux bien. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Céline Quignon. J'ai créé il y a 4 ans et demi Réorientez-moi. Donc, un concept innovant au service de la quête de sens pour les personnes qui sont voilà, dans toutes les difficultés rencontrées quand on se cherche, quand on cherche une direction, quand on ne sait pas où aller, quand on ne se sent plus très bien dans ce qu'on fait, quand on s'interroge sur ce qui est juste pour nous. Et donc, je pratique en collectif, en individuel, en institution, de différentes façons. Et plus récemment, là, je forme à ma méthode les professionnels. Donc, ça, c'est la nouvelle aventure 2021. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, cette question de la quête de sens, elle a été expérimentée, vraiment, expérimentée difficilement, pas forcément vécue simplement. Et c'est vraiment ce qui m'a amenée dans cette voie-là. C'est-à-dire que j'ai cherché 9 ans quoi faire et c'est vraiment parce que j'ai cherché longtemps et que j'ai cherché du sens. J'ai longtemps cherché le métier qui pourrait être idéal, le métier, la bonne case dans laquelle je pourrais me ranger. D'accord. Trouver la bonne case dans laquelle me ranger et c'est ce qui a fait qu'à un moment, j'ai à la fois créé mon activité autour de ça et créer ma propre place surtout. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes à trouver ou à créer leur juste place. Euh, et c'est vraiment pour moi une cause très, très importante dans la mesure où je sais que les mécanismes, depuis qu'on est tout petit, nous orientent sur une question autour du métier. Donc on est toujours dans cette difficulté de trouver une forme qui soit juste pour nous. C'est pas si évident que ça, c'est vraiment un long chemin et j'ai eu envie de prendre les choses un peu autrement. Donc, ce qui m'a amené là, c'est vraiment ma propre quête de sens qui a duré longtemps et le fait de ne pas me retrouver du tout au travers des différentes idées métiers finalement qui semblaient pas correspondre à qui je suis et à ce que je pouvais faire. D'accord, donc tu t'es testée sur plusieurs métiers, c'est ça? Alors, je ne me suis pas testée sur plusieurs métiers. En fait, j'ai été longtemps coiffeuse. Donc, passionnée du monde de la coiffure depuis l'âge de 15 ans et demi, quand je suis rentrée en apprentissage. Vraiment passionnée, donc j'avais vraiment de l'ambition. Je voulais partir très tôt à Paris, je voulais évoluer, je voulais des responsabilités. Donc, j'ai travaillé pour un gros groupe de coiffure, un groupe qui s'est développé à l'international et qui dans son fonctionnement me correspondait bien au moment où je travaillais pour eux. J'avais beaucoup d'admiration pour la personne pour qui je travaillais. Donc j'étais vraiment dans une dynamique passionnée, on va dire. Et puis je suis partie à 21 ans, 21 ans à Paris travailler pour ce groupe. Et puis j'ai travaillé sur une grosse structure. Ensuite, j'ai demandé des responsabilités pour évoluer dans ce groupe.
Donc, ce qui s'est fait, ce qui s'est bien passé, donc du management dans ce groupe sur différents salons. Et puis ensuite, j'ai vécu ce que j'appelle aujourd'hui, je ne pouvais pas poser de mots à ce moment-là, mais ce que j'appelle aujourd'hui une fracture pour une question de valeur. Ouais. Et là, ça a été vraiment très long dans le processus de comprendre ce qui se jouait, en fait. J'ai juste vu ma motivation décliner de manière fulgurante, à la fois ma motivation chuter, à la fois un dégoût total de ce monde-là. Donc, comme j'avais évolué dans ce milieu-là, en fait, c'est vrai que j'avais une passion à la base pour la coiffure, mais en fait assez rapidement plus pour le commerce et le management de façon globale, plus que le métier en lui-même. En fait, c'était plutôt voilà, l'encadrement, la gestion des équipes, le recrutement, c'était vraiment cette partie-là, les réunions, enfin voilà, toute cette animation des équipes, c'était vraiment ça ce qui me plaisait le plus. Et puis, je me suis un jour trouvée dans une situation qui m'a mis à mal en termes de valeur, comme je dis, un peu entre le marteau et l'enclume, voilà, à devoir auprès d'une équipe appliquer des choses qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs. D'accord. La prise de conscience, elle a été assez violente. Sur le coup, je savais juste que je n'en voulais plus, mais par contre, j'étais incapable de savoir ce dont je voulais. Ouais. Voilà. Donc, Peut-être par élimination. voilà. Donc, ce qui est difficile quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, on s'identifie énormément à son parcours. Voilà, qu'on me reconnaissait toujours comme valorisant. Donc, ben, on s'identifie du coup à ce qui a été à un moment donné une vraie identité professionnelle dans laquelle on se sentait bien. Quand il y a quelque chose de valorisant dans ce qu'on nous renvoie par rapport à ça, ben, c'est difficile de s'en détacher et en même temps, ça fait plus sens. Donc, quelle valeur j'ai? La question, c'était un peu quelle valeur j'ai si ce parcours que les autres me reconnaissent chouette, mais auquel moi je ne trouve plus aucune valeur parce que finalement il y avait aussi une forme de culpabilité d'avoir adhéré à des principes de management. J'ai pas eu de clairvoyance, donc il y avait beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et le jour où je me suis retournée sur ce chemin finalement pour regarder ce qui s'était passé, oui, il y avait du positif, mais j'arrivais pas à porter un regard positif à ce moment-là sur mon parcours. J'étais beaucoup dans le jugement et du groupe pour lequel j'avais travaillé, et de personnes, et de moi-même, surtout, je crois, au travers de tout ça. Donc, ça a été vraiment long dans le processus pour à la fois pouvoir reconnaître tout ce qui était à transférer et à la fois se pardonner un peu à soi-même certaines choses et pouvoir s'ouvrir sur toute nouvelle perspective. Et là, la question de s'ouvrir des perspectives, ça a vraiment été ce qui a été le plus difficile. D'accord, et en fait, tu l'as associé à la coiffure parce que, c'est cette fracture de valeurs que tu nommes, elle aurait pu être liée tout à fait, en effet, au mode de management, à la culture de l'entreprise, Oui, oui, tout à fait. et de là, du coup, tu n'as pas forcément cherché à changer, de salon, par exemple? C'est Non, vraiment mais une il fallait rupture dans le que- métier même aussi? ouais. Non, non, fallait plus m'en parler. En fait, la fracture, je l'associais bien plus au management. Je l'associais à l'entreprise, bien sûr, hein, mais je l'associais surtout au commerce, au management et à la coiffure de façon générale. J'ai eu du mal à dissocier. Aujourd'hui, je peux bien le dissocier. Je vois bien que c'est qu'une expérience. Mais sur le moment, la fracture, elle est telle que fallait plus m'en parler, quoi. D'accord. Vraiment, j'avais vraiment cette envie de changement et de me détourner d'un système finalement dans lequel j'avais été mise à mal, mais j'avais le sentiment aussi d'avoir mis d'autres personnes à mal. Donc
le management, pour moi, avait vraiment une connotation très négative, quoi. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, tu avais conscience de cette fracture, de cette envie de changement, tu savais pas vers quoi t'orienter. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, dans un premier temps, eh bien, j'ai retravaillé, mais de manière alimentaire, pendant quelques temps, parce que voilà, c'était un moment jeunes enfants, voilà, donc et puis je savais surtout absolument pas quoi faire. Donc j'ai retravaillé de manière, j'ai continué dans la coiffure, mais vraiment plus du tout la même passion, plus la même envie, plus euh, cette envie d'évoluer, le goût du challenge, tout ça, vraiment, c'était. J'avais plus du tout le goût à ça. Donc, petit à petit, je m'en suis un peu détournée. J'ai continué à bosser pour le côté alimentaire pendant un petit temps. Et puis après, s'est posé la question à plusieurs reprises, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et alors là, c'était le grand vide. Et le grand vide très déstabilisant, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Je ne sais faire que ça. La question de je ne sais faire que ça, du Elle coup, revient souvent. voilà, elle était là. Donc, c'est pas encourageant, c'est pas valorisant. Voilà. Et surtout, tant qu'on ne peut pas se projeter dans autre chose, c'est compliqué. Et tu t'es fait aider pour ça? Alors, je me suis fait aider. J'ai fait un premier un bilan. Bon, je pense que j'étais juste absolument pas prête à m'ouvrir d'autres perspectives. J'étais encore trop rattachée, on va dire, à ce que mon parcours pouvait m'apporter de valorisant, du peu qu'il en restait. J'avais beaucoup de mal à me détacher de cette image-là. Et puis pour faire quoi? En termes d'identité, je ne me connaissais pas assez. Donc, voilà, j'ai fait un bilan qui faisait émerger des pistes de métier. La seule piste de métier qui a émergé ne correspondait en rien du tout à ce qui pouvait me plaire. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà. Alors, du coup, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien pour moi. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. J'avais du mal à m'ouvrir d'autres possibles. Et moi, comme j'étais vraiment dans la peur, j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir aussi. Donc, je me suis dit, bon, ben, du coup, voilà, c'est qu'il n'y a rien, en fait. Hein. C'est qu'il n'y a rien pour moi. Et il y avait quand même toujours un petit truc qui revenait, c'était le monde de la formation. En me disant, je ne suis plus passionnée par ce que j'ai fait, donc je ne peux pas former à mon métier. Et en même temps, la pédagogie, c'est le seul truc qui pourrait m'intéresser si j'allais en formation. Ouais, d'accord. Il y avait ce truc-là. Donc, j'ai fait une demande à l'UCO, une première demande pour aller à une réunion d'information. Et puis, j'y suis allée, j'ai parlé avec les personnes là-bas. Et puis, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée à la maison en me disant, ben non, du coup, puisque je ne peux être formatrice que de mon expertise et que je ne suis plus passionnée, ben, je ne peux pas faire ça. Donc, voilà, je m'en suis détournée. Et puis, j'y suis retournée un an après, avec sûrement un peu une autre dynamique. Et là, je me suis dit, en fait, puisque le contenu me passionne, je ne sais encore pas ce que je vais pouvoir en faire, mais le contenu me passionne et donc, il faut absolument que je me forme à la pédagogie. J'ai vraiment envie. Donc là, c'était la formation de formateur de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Euh, et qui a vraiment été une aventure extraordinaire en termes de rencontres, d'ouverture. C'était vraiment très très chouette, des formateurs juste extraordinaires qui nous accompagnaient vraiment au-delà des apprentissages autour de la pédagogie. Il y avait vraiment la question de l'accompagnement. De l'accouchement de nous-mêmes. Ouais. Euh, et donc, très belle expérience, beaucoup de remises en question, Donc, il durait combien de temps cette formation? qui durait donc un an, enfin 10 mois, 10 mois. Voilà. Ok.
Et à l'issue de cette formation, eh bien, figure-toi que je ne savais toujours pas quoi en Ah, faire. ça t'avait plu, c'était Voilà, super. Maintenant, j'avais adoré le contenu. J'étais vraiment très heureuse d'avoir vécu cette expérience. Vraiment, euh, la question de l'apprentissage, d'accompagner l'apprentissage des adultes, ça avait vraiment été une grosse révélation. Mais je ne m'étais pas autorisée durant mes stages à m'ouvrir des nouvelles perspectives. C'est-à-dire que voilà, j'étais restée sur cette croyance hmm, que ben, finalement, tu ne peux être formatrice que de ce que tu connais et tu ne peux pas faire autre chose. J'étais encore dans la vision métier. ouais, Alors finalement, en sortant de la formation, un grand nombre de personnes étaient passées d'une expertise métier, on avait des gens de tout domaine, hein, c'était très très diversifié, et finalement d'une expertise métier à l'arrivée que les gens voulaient transmettre, et bien finalement à la sortie de la formation, bon nombre de personnes s'étaient tournées vers l'accompagnement, vers l'insertion. Euh, de plein de publics différents en fonction du parcours de chacun. Et moi, je n'avais pas réussi à m'ouvrir à ça, quoi. Je voyais que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser, mais je ne m'étais pas autorisée du tout à le faire et je restais figée sur une logique entre ce que tu as fait et ce que tu dois faire après. Sauf que d'accord. entre les deux, il y a une fracture. C'est compliqué, on est bien obligé de chercher ailleurs, hein. On est bien obligé de chercher ailleurs. Et pourtant, on est y est venu. Et alors, Et comment oui. t'y es arrivé? Eh bien, j'ai cherché, j'ai fait beaucoup de recherches d'emploi à l'issue de cette formation pendant 4-5 mois, mais alors j'ai multiplié les candidatures. Ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup. Là, pour le coup, à ce moment-là, je me suis ouverte et je voulais, j'avais pris conscience qu'il fallait que je tente autre chose. Donc, j'ai dit, voilà, je fais des démarches, on verra où ça me mènera. Et puis, je suis allée frapper à la porte de l'insertion professionnelle, avec quand même la conviction que je ne pouvais pas y rentrer, hein. C'est-à-dire, voilà, même si tous mes collègues qui étaient allés vers l'insertion avaient fait la même formation, euh, j'y allais en demandant un stage. Parce que bon, je n'étais pas Ah trop oui, légitime, tu vois le d'accord. genre. Voilà, donc je m'étais dit, bah, puisque je n'ai pas fait de stage dans ce domaine-là, je vais demander un stage. Et puis finalement, en demandant un stage, eh bien, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et en demandant un stage, ben, j'ai eu un emploi. Comme Donc, quoi, tu as fait le stage du coup avant d'avoir un emploi ou tu as eu directement l'emploi en faisant la demande? exactement l'emploi. Ok. Alors, d'une, parce que j'avais rencontré deux personnes qui m'ont, par, par mon réseau amical, deux personnes qui m'ont gentiment reçue pour m'aider, on va dire, à faire mes démarches et à m'aider à prendre ma place. J'avais vraiment besoin d'être encouragée, d'être poussée à ce moment-là à tenter quelque chose, au moins, à tenter quelque chose. Et donc, j'ai rencontré deux personnes qui avaient beaucoup d'expérience dans l'insertion, qui sont devenues des amies après et qui ont vraiment joué un rôle très fort dans le fait que je m'autorise à faire quelque chose. Et elles m'ont dit, bah, on va te présenter à notre responsable et peut-être en effet que tu pourrais si c'est ton souhait, commencer par un stage. Et en fait, la personne qui m'a reçue me dit, ben, en fait, je viens moi aussi du commerce, j'ai fait la même formation que toi, et aujourd'hui, je suis là et je peux te recruter. Donc, si je suis là et que je peux te recruter, c'est que toi aussi, tu as accès à ce domaine-là. Donc, Ouais. voilà, parce que ça fait du sens. Donc là, c'était dans l'insertion auprès de personnes en situation de handicap. Et c'était pour être dans un poste de conseillère et formatrice en insertion, donc du groupe et de l'individuel, Mhm. en sachant que dans mes valeurs, d'un point de vue familial, bah, le handicap est présent. Donc c'est vrai que voilà, j'ai grandi avec le champ du handicap dans mon environnement. Il y avait quelque chose d'hyper naturel pour moi à cet endroit-là. Et puis bah, finalement, ce que je ne me rendais pas compte jusqu'à ce moment-là, c'est que finalement, ma connaissance du monde de l'entreprise, des gros groupes, du management, du recrutement, bah, finalement, elle me donnait
plein de clés, plein de parallèles pour accompagner vers l'emploi les personnes. Donc, en utilisant à la fois mes valeurs et ma sensibilité pour ce public-là et ma connaissance du terrain pour me lancer dans cette aventure de l'insertion professionnelle. Ouais, tout à fait. Alors du coup, au moment où tu as eu cette réponse positive suite à une demande de stage, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Bah, de la peur, Parce que tu t'y attendais pas. évidemment. Et en même temps, je crois que j'avais passé un cap. Ouais. Donc, ce qui a été difficile, c'est que j'étais positionnée sur plein d'actions différentes. Mmh. Et que du coup, ça me demandait vraiment, c'était pas facile parce que j'avais à la fois du groupe sur des thématiques assez nouvelles pour moi, sur la bureautique, des groupes sur l'accompagnement du projet professionnel, de l'individuel avec des évaluations, de capacité pour des personnes qui se trouvaient dans une phase transitoire aussi. Enfin, voilà. Et le fait d'être positionné sur plein d'actions différentes, sincèrement, ça n'a pas été simple. Mais voilà, il fallait que je passe aussi par là. J'ai appris aussi face à ça à me positionner, à dire quand c'était trop, à essayer on va dire, m'affirmer aussi dans ce sens-là. Et puis j'ai fait comme ça différentes associations dans l'insertion. Donc, je suis allée auprès de jeunes en décrochage, auprès de ce public en situation de handicap, ensuite sur un chantier d'insertion. Et vraiment, là, il y avait une grosse révélation. Je me sentais hyper bien auprès de ces différents publics et il y avait une certitude que c'était là que je souhaitais être, quoi. D'accord, la révélation, elle s'est faite au fil du temps, au Et, fil des expériences? et au fil des expériences. D'accord. Et en même temps, il y avait dans l'expérience, c'était pas toujours. Je me trouvais parfois confrontée à des situations euh, où il m'était confié des missions qui n'étaient pas les plus vibrantes pour moi, qui n'étaient pas celles qui faisaient le plus de sens. Mmh. Parfois, les gens arrivaient avec déjà un projet déterminé, et puis pas toujours un projet très vibrant pour eux. Mmh. Donc, j'étais à ce moment-là toujours un petit peu tentée de venir gratter un peu avec eux ce qui pouvait euh, les mettre un peu plus en joie, leur donner, on va dire, de la motive action Ouais. pour se mettre en route. Et je me suis surprise à finalement souvent venir gratter à cet endroit-là parce que quand je voyais que je leur demandais alors du coup racontez-moi c'est quoi le projet, eh bien il n'y Mmh. avait pas toujours les yeux qui pétillaient, quoi. Il n'y Mmh. avait pas toujours l'envie de poser des actions. Ouais. Donc, j'ai souvent remis en question avec les personnes. Je les ai souvent guidées à remettre en question finalement le premier choix pour vraiment les inviter à aller creuser sur ce qui pouvait être pour eux vraiment un facteur de motivation et qui puisse vraiment les mettre dans la joie des démarches. Euh, Jusqu'au moment, en fait, où j'ai accompagné une personne qui avait été euh, plombier et tailleur de pierre, hein, Ouais. et qui était lui-même en fracture, grosse fracture. Alors lui, pour une question de santé, burn-out et problème de santé, donc il ne pouvait pas revenir à ces métiers-là et il était un peu dans cette phase que j'avais connue pendant si longtemps. Ouais. Donc, il faisait partie d'un groupe et un soir, après une journée de collectif, il me dit, j'aimerais bien qu'on reparle de mon projet. Je vois que les autres avancent. Moi, j'ai beaucoup de mal à avancer, donc j'aimerais qu'on reparle de mon projet. Et ce jour-là, on a échangé.
je lui ai posé des questions, j'ai essayé on va dire de tirer certaines ficelles et puis je l'ai invité à écrire des choses. Et ce jour-là, il a formulé, après une demi-heure de discussion, ce qui était très court finalement, il a pu formuler qu'il souhaitait aider les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital. Alors là, ça a été émotion, émotion, émotion. Émotion pour lui d'avoir enfin une vision de quelque chose de chouette. Double émotion pour moi, triple émotion. Cool. À la fois très heureuse pour lui qu'il puisse percevoir des perspectives. Pour moi, eh bien, je m'étais un peu découvert une façon de faire. Je ne peux pas parler encore de méthode parce qu'à ce moment-là, c'était juste intuitif. Juste intuitif. Il n'y avait absolument pas de méthodologie. J'ai juste été creusé sur certains points. Je m'étais noté des bouts de trucs sur un papier et puis ensuite je l'avais fait écrire. Mais alors, c'était ni organisé ni méthodologique, c'était vraiment intuitif. Ouais. Avec cette idée de l'aider à se trouver et de l'aider à mettre du sens, mais c'était pas conceptualisé du tout. Ouais. Et je dis plusieurs effets de mon côté, puisqu'en effet, je me suis dit là, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'aider la personne à trouver sa juste place, à formuler elle-même sa juste place et à l'aider à trouver les éléments nécessaires à ça. Et en même temps, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, il y avait voilà, différentes révélations à différents niveaux. Ouais. Et puis, l'émotion que ça avait généré chez lui me disait aussi que l'émotion jouait un rôle énorme dans le parcours, dans l'accompagnement, et d'où aujourd'hui le nom de mon activité, Réoriente et moi, parce que voilà, l'émotion, le bouleversement émotionnel ressenti quand on est en quête de sens, en fait, il devient le meilleur guide. Meilleur guide. Donc voilà comment en fait le début de la méthode a été un peu initié, vraiment l'expérience, et puis ensuite j'ai conceptualisé ce qui avait été intuitif. Je travaillais, retravaillais, réexpérimenter, compléter, creuser de plein d'angles différents. Et puis là, j'ai utilisé la pédagogie pour construire mes propres outils pédagogiques permettant d'accompagner la quête de sens, en fait. Donc finalement, tu refaisais le lien, mais de manière un peu différente par rapport à ta formation que tu avais adorée, mais au début, tu ne savais pas trop quoi en faire et le lien s'est fait plus tard. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie, j'ai encore dit ça hier à un monsieur pendant un accompagnement. À la fin, je lui ai dit vraiment, soyez attentifs à ce que ce soit le contenu qui soit vraiment passionnant. J'en ai fait l'expérience. Si le contenu est passionnant, on en fait quelque chose. Si par contre, on choisit la formation par le titre ou par, à l'issue de la formation, vous serez en mesure d'exercer. Dans tous les cas, l'un ou l'autre, en fait, ce ne sont que des formes qui ne parlent pas du fond. Et on est bien d'accord que l'essentiel se situe dans le contenu. Mais c'est vrai que cette vision métier qui est finalement, à mon avis, un énorme frein, eh bien, ça vient nous embrouiller un peu dans nos choix parce qu'on essaye de trouver le bon intitulé dans lequel on se retrouve. Ou alors, à l'issue de la formation, les possibilités, il faut qu'il y ait une case dans laquelle on se retrouve, alors que la réalité, c'est absolument pas ça. Déjà, une formation, ça transforme énormément. Ouais. Donc, savoir ce qu'on va en faire alors qu'on va vivre une transformation pendant la formation, bah, c'est parfois compliqué. Ensuite, pendant la formation, automatiquement que notre projet s'affine. Tout à fait. Forcément que ça s'affine en cours de route, quoi. Ça s'affine forcément en cours de route. Et puis peut-être qu'on ne va pas trouver de case, mais qu'on va créer notre propre place.
Ouais. Je reviendrai sur certains ce terme-là, tout à l'heure, qui est vraiment important et en Mm. fait, finalement, tu as eu, multiples transitions. Alors au-delà, de la coiffure à la formation, l'insertion, Déjà, au management, parce que management, exactement, je vois ouais, déjà là une transition, parce que pour moi, c'était déjà plus le même métier. ouais, exactement. Entre avoir un client entre les mains ou avoir une équipe, Oui, on parle plus du tout de la la même posture chose. est pas la même, l'émission non plus. Voilà. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas comme c'était dans le même domaine, je ne le voyais pas comme une transition. Aujourd'hui, ça me semble évident que c'en était une déjà. Tout à fait, ouais. Et même le fait de passer de petites structures, je dis petites structures à Angers, c'était déjà quand même 7-8 personnes, à un gros bateau de 42 personnes à Mmh, Paris. Déjà, là, c'était aussi une transition. mmh, Ensuite, la transition vers le management. Euh, exactement. ensuite, la formation, l'insertion professionnelle avec différents publics, c'est des transitions aussi. Tout à fait, tout à fait. Tout ça, ce sont des transitions et puis après, tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Donc là, c'est encore différent, même si le domaine, enfin, tu avais appris de ton expérience et aussi c'est ce qui t'a nourri, pour créer ton activité. Mais, là, comment ça s'est passé cette transition-là? Eh bien, après l'accompagnement de ce monsieur, ça a Ouais, vraiment été une évidence. Ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je vais en faire quelque chose pour moi. Et mmh, j'avais jamais eu envie d'être à mon compte dans mon ancien métier. Alors que souvent, on me disait, mais pourquoi tu t'installes pas? Pourquoi tu crées pas ton truc, quoi. Mais jamais, ça m'avait jamais traversé. Et là, d'accord. c'était comme une évidence que j'avais le sentiment de tenir un truc et de me dire, mais ça, il faut que je puisse l'utiliser avec une certaine liberté, parce qu'automatiquement, dans un cadre institutionnel, en fonction des contrats que je pouvais trouver, automatiquement, je n'étais pas forcément face à un public qui était dans cette réflexion-là. Et j'avais envie de ne faire plus que ça. Ouais. Donc ça, c'est aussi aujourd'hui quelque chose, je trouve, qui peut être guide pour les personnes qui cherchent. C'est d'aller identifier quelle est l'action qui leur a donné le plus de joie et de se poser la question comment je peux faire pour la mettre au cœur, vraiment au cœur de mon activité quand les gens veulent entreprendre, de partir de ça finalement, de vraiment ce qui a été source de joie et de sens, et de se dire qu'est-ce que je fais de ça pour finalement devenir un peu expert de ce truc-là. Est-ce que t'es pas passé à l'esprit parce que tu avais des représentations par rapport à l'entrepreneuriat ou non, c'est vraiment pour d'autres raisons, Comment ça? Est-ce que tu avais des représentations par rapport, au statut d'entrepreneur, par exemple? Qui aurait Euh, pu te freiner et Moi, ma famille, en fait, mes parents étaient artisans commerçants, enfin, ils tenaient un garage. Donc, c'est vrai que je viens quand même du monde de l'entrepreneuriat mmh, et je pense que ça, c'est quand même facilitant, aidant, parce que je pense qu'il y a moins de peur quand on a vu ses parents à la fois prendre des risques, se lancer, expérimenter. Euh, Forcément dans l'expérience, apprendre, échouer, avancer. Enfin, ouais. automatiquement, ça fait partie un peu de la culture familiale. Donc, je pense que ça, c'était quand même aidant. Donc, au moment où je me dis, ben, ça, j'ai envie d'en faire un truc pour moi, je me dis, ben, voilà, je tiens quelque chose, je tente, je me lance, et puis ça se construira après, quoi. Mmh, Ça va se construire au fil du temps. Donc, en fait, quand je me suis lancée, je ne l'ai pas pensé euh, dans tous les sens, mon activité. Je me suis lancée avec un outil en me disant, mais finalement, il y a plein de gens qui ont besoin de trouver du sens. Il y a des gens qui ont besoin de ce que je peux apporter, de cette expérience qui s'est passée avec ce monsieur et qu'après, bien sûr, j'ai réexpérimenté de plein de façons différentes. Je me suis dit, avec ça, finalement, ça peut tout à fait répondre à un besoin. Voilà, c'était vraiment le point d'ancrage ouais. pour développer mon activité. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré une comptable par la Maison de la Création. Donc Mmh, j'ai fait tous les ateliers à la Maison de la Création d'Angers. Et puis dans cet atelier, il y avait une proposition de rencontre avec une comptable qui m'a
qui m'a parlé du concept de l'effectuation. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le concept, vous pourrez aller regarder sur Internet, mais c'est l'idée de, à partir du moment en fait où il n'y a pas, on ne doit pas aller voir la banque, où il n'y a pas de prise de risque majeure dans le lancement d'une activité, c'est le fait de se lancer et de construire au fil du temps son activité. Donc après, j'ai quand même été accompagnée en début d'activité, j'ai quand même été accompagnée dans la construction, mais j'étais déjà lancée. Et la personne m'a accompagnée comme si, en fait, l'accompagnement avait eu lieu avant de se lancer, puisqu'elle m'a quand même fait retraverser toutes les étapes nécessaires à la construction d'une activité. Mais le fait d'avoir commencé, bah, ça me donnait confiance, parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient dans cette demande. Ça me permettait d'affiner aussi ma proposition. Donc, ça s'est vraiment construit. S'il y a des personnes qui balisent tout avant de démarrer, ben moi, ce n'était pas le cas. Ça s'est construit au fil du temps et j'ai beaucoup remis en question les fondements du démarrage, ce que je pouvais proposer. Mais ça, j'ai envie de dire, même quand on balise tout avant de démarrer, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est avant tout de l'apprentissage. On apprend beaucoup de choses. Et donc, forcément, quand on apprend, ben, on remet en question nos représentations, nos modes de fonctionnement qu'on avait au démarrage, bah, finalement, on les remet en question. Et donc, suite, tu étais encore en poste au moment où tu faisais les ateliers à la maison de création ou tu étais déjà dans... Non. En fait, ce qui s'est passé avant que je rentre en... Oui, j'ai loupé une étape. Avant que je rentre en formation à l'UCO, j'avais fait un dernier CDD dans la coiffure. Voilà, donc pas sur un temps plein, mais j'avais fait un dernier CDD. C'était purement alimentaire parce que j'avais plus la passion, vraiment. Je savais que j'allais vers autre chose, je savais pas quoi, mais je savais que c'était un peu la fin. Et j'ai fait quelques CDD, ce qui m'a ouvert des droits au FONGECIF. Et donc, comme j'étais en CDD, j'ai eu le droit au CIF CDD. Donc ça, c'était quand même juste génial parce que au-delà d'avoir des droits ouverts sur 2 ans, puisque j'étais en fin de CDD, donc j'avais des droits ouverts par Pôle emploi sur 2 ans, mais j'avais, pour rentrer en formation, un CIF CDD que j'ai demandé et qui a été autorisé. Donc c'est vrai que c'est bon à savoir. Peu de personnes pensent au CIF CDD et comme il y a moins de demandes, mais qu'il y a quand même une enveloppe qui est importante, quand la démarche est faite au bon moment, eh bien, ça peut vraiment permettre d'être payé à 100% le temps de la formation, ce qui est quand même 100% de notre salaire, c'est quand même top. Et ça permet surtout de ne pas toucher à nos droits Pôle emploi le temps de la formation. Donc, pour moi, c'était un énorme privilège. La formation était intégralement prise en charge. Par le CIF, plus la prise en charge donc, de mon salaire à 100%. Donc, comme ce n'était pas un temps plein, ça ne représentait pas non plus un gros salaire, mais ça me permettait de pousser plus loin dans les meilleures conditions et de ne pas toucher à mes droits Pôle emploi le temps de la formation. Donc, après, j'avais 2 ans de droits ouverts pour pouvoir lancer mon activité. L'ACRE m'a permis aussi de me lancer dans les meilleures conditions. Et voilà, j'estime que c'était vraiment une chance d'avoir ces financements, quoi. Ouais, d'accord. Donc, quelle était ta question? Je me suis perdue. Alors, tu es revenu en arrière. C'était plus par rapport à cette transition du salariat à l'entrepreneuriat. Est-ce que à ce moment-là, tu réfléchissais ton projet encore quand tu étais toujours en poste et tu commençais les démarches ou tu avais arrêté? J'ai arrêté, j'ai fini un CDD sur un chantier d'insertion et là, je me suis dit, je vais me lancer. D'accord. Donc, j'ai fini fin décembre mon contrat et le 17 février, je prenais
je prenais mon statut de profession libérale pour accompagner les gens. Donc, c'était très, très court. J'avais, à ce moment-là, je ne me suis pas fait accompagner par des organismes, mais par contre, j'avais sollicité un programme d'une coach. Ouais. Et donc, bon, c'était en ligne essentiellement. Il n'y avait pas de relation directe avec cette personne. C'était un programme en ligne. Mais ça m'a quand même permis de me poser et de poser des bases pour construire mon activité à partir des éléments qu'elle donnait, quoi. D'accord. Mm. Et quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer au travers de tout ton parcours? Non. Moi, je dirais que la principale difficulté, alors avant de m'installer, c'était vraiment cette quête de sens et cette quête identitaire. Vraiment, le fait de se reconnaître dans rien, de ne voir absolument rien qui pouvait m'attirer, ça c'était vraiment, je dirais, ce qui a été le plus difficile. Bon. Et après, dans l'entrepreneuriat, ce qui est pour moi, le plus difficile, c'est les phases de peur. Hmm. Voilà, les montagnes russes d'un point de vue des émotions, des moments où on est dans une belle énergie, on met plein de choses en place, et puis des moments où ça retombe et que on a le sentiment de ne pas y arriver, des moments où on ne sait pas pourquoi, on a plein de demandes et qu'on a même un peu de mal à faire face à cette demande. Et puis des moments où 15 jours après, on propose le même atelier et il n'y a plus personne. Donc cet équilibre, puisque je proposais du collectif à ce moment-là sous forme de petits groupes, et ce que je trouvais difficile, c'est qu'il y avait parfois des dates où je ne pouvais pas accueillir tout le monde et parfois des dates où j'avais pas de demande, une ou deux demandes. Et ce démarrage d'activité, trouver cet équilibre qu'on propose du collectif, je trouvais que c'était vraiment la première année, ça a vraiment fait partie de mes difficultés, quoi. Ouais, C'était pas facile, ça. Mm. d'accord. Et puisque ton activité évolue au fil du temps, tu l'as Eh oui, construite au fur et à mesure. énorme. Quels sont Alors, les futurs ça va. projets, à moins que ce soit secret, mais quels sont les futurs projets là, sur les mois, années à venir? Eh oui, ben, ça bouge pas mal. 2021, ça bouge pas mal jusqu'à maintenant. Alors, j'étais allée intervenir donc en établissement, en institution scolaire et sociale, et puis je faisais mon activité en libéral, donc recevoir les gens sur 2 heures d'entretien individuel ou en collectif. Et là, j'ai vraiment souhaité me développer d'un point de vue de la formation à ma méthode, puisqu'en fait, dans les personnes que j'accompagne, j'accompagne aussi beaucoup de professionnels de l'accompagnement ou RH. Enfin, voilà. Donc, il y avait une demande de ce côté-là. Plusieurs fois, on m'a posé la question, est-ce que tu formes à ton concept, à la méthodologie tu utilises? Et là, 2021, je me suis dit, bah, ça va être le moment de passer à l'action de ce côté-là. Et j'ai trouvé un partenariat avec un nouvel organisme de formation qui s'appelle l'OFIPA, qui a été créé par les chantiers d'insertion d'Angers. Et j'ai souhaité me mettre en partenariat avec eux pour proposer ma formation, tout simplement parce que je ne suis pas organisme de formation, que je ne souhaitais pas aujourd'hui faire cette démarche-là, et donc trouver un partenaire qui soit à la fois le lien avec les professionnels de l'insertion, puisque automatiquement, bah, sur leur chantier d'insertion, ils ont des professionnels euh, qui peuvent être potentiellement intéressés par la méthodologie. Et ils ont un réseau dans le champ de l'insertion, ils ont un réseau énorme qui fait que je me suis dit, bon, bah, à cet endroit-là, voilà, ça va pouvoir être diffusé et trouver des personnes intéressées par ce que je propose. Et donc, la première formation a lieu là au mois de septembre, donc 2 jours en septembre et une journée sur 3 jours et une journée en décembre. Voilà, j'ai souhaité euh, qu'il y ait un petit peu de temps entre le deuxième jour et le troisième jour pour avoir à la fois un travail de production et puis une assimilation des éléments. Et là, je m'adresse donc à des conseillers en insertion, formateurs,
conseiller en orientation en libéral. Enfin, voilà, il peut y avoir différents profils. Là, sur le premier groupe en formation, ce sera essentiellement des gens qui travaillent aujourd'hui dans l'insertion professionnelle, qui ont de l'expérience. Donc ça, c'est le projet qui est dans ma tête depuis un petit moment et qui voit le jour en septembre. Donc ça, je suis vraiment ravie. Donc j'espère que ça va pouvoir ensuite voilà, se développer et pouvoir avoir d'autres sessions de formation comme ça. C'est l'objectif. Je vais aller aussi transmettre ma méthode auprès de futurs conseillers en insertion qui sont en formation qui démarre en septembre, une formation de conseiller ou chargé d'insertion. Là, j'aurai aussi des missions dans des organismes de formation pour transmettre donc, ma méthode et mes outils à des nouveaux professionnels du domaine qui souvent eux-mêmes sont en quête de sens, hein, parce qu'ils sont, c'est essentiellement des adultes en reconversion qui arrivent dans le champ de l'insertion. Donc, le fait de à la fois leur faire découvrir, leur faire vivre l'expérience de la découverte des outils et en même temps leur transmettre les outils, j'y mets du sens. Voilà, et puis je vais aller aussi à partir de septembre accompagner donc, à l'Université d'Angers au niveau de Polytechnique, accompagner les élèves prépa Ingé en première et deuxième année, donc pour les accompagner sur leur projet professionnel. Parce qu'on sait que souvent, voilà, les élèves qui sont en prépa atterrissent là, voilà, parce qu'ils sont bons élèves et sont poussés dans cette direction, mais ils n'y mettent pas toujours du sens, ils ne comprennent pas forcément toujours ce qu'ils vont pouvoir en faire. Donc, les accompagner à mieux se connaître pour pouvoir définir un projet vraiment en phase avec qui ils sont, leurs valeurs, j'y mets beaucoup de sens. D'accord. Bon. Donc voilà. Finalement, beaucoup de projets qui gravitent autour de l'insertion, mais il y a quand même une sacrée diversité. Donc, et puis autre chose aussi, alors qui est né il y a pas loin d'1 an, et puis qui a peiné un petit peu à se mettre en place dans la concrétisation avec les différents confinements. Ça a été un petit peu long dans la mise en place. Je fais aussi des ateliers auprès de demandeurs d'emploi, et là, c'est des ateliers qui sont financés par l'agglomération saumuroise. D'accord. Voilà, et donc qui vont pouvoir se mettre en place sur le territoire saumurois, donc auprès de jeunes qui sont accompagnés soit par la mission locale, soit par des chantiers d'insertion, soit des associations, et qui vont pouvoir accéder à ces ateliers par le financement justement de l'agglo saumuroise. Donc voilà, encore un autre public pour cette année. J'ai bon espoir que septembre dans l'organisation nous permette de les mettre en œuvre. Voilà. Je te le souhaite. 2020-2021, voilà, ça a été un petit peu perturbé, parfois décalé, parfois il fallait attendre, parfois il fallait reporter. Et puis, l'essentiel, c'est que ça puisse se mettre en place. Exactement. D'accord. Pour terminer, je voulais savoir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui souhaitent justement se reconvertir, en tout cas évoluer professionnellement? Qu'est-ce que tu pourrais... Apprenez à vous connaître. Je crois que c'est vraiment... je crois qu'il n'y a pas de juste place déjà faite. Il y a souvent à apprendre à se connaître toujours de plus en plus, c'est jamais terminé, pour ensuite se construire un parcours qui est juste pour nous. Voilà, donc je dirais vraiment que la connaissance de soi participe grandement à ce cheminement. Et puis j'ai envie de dire, faites-vous accompagner, voilà, trouver des gens avec qui ça passe bien. Et si toutefois vous faites une tentative, comme moi j'ai fait une tentative qui n'a rien donné, eh bien j'ai pas regretté de renouveler l'expérience et d'essayer avec quelqu'un d'autre, parce que voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut vraiment, pour s'ouvrir des nouvelles possibilités,
avec un regard extérieur et un accompagnement, eh bien, on peut avancer, on peut cheminer vers soi et donc vers des projets qui nous ressemblent, quoi. Mmh. Et je reviendrai sur certains thèmes que tu as évoqués, notamment s'autoriser à, Mmh. hein, Mmh. très important. Mmh. Et puis tu as parlé à plusieurs reprises de trouver ou créer sa propre case. Mmh. Mmh. C'est On ça. on parle beaucoup de cases, rentrer dans les cases, mais finalement on peut aussi se la créer. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans une vision métier, en fait, on est souvent partagé ou hésitant entre deux projets. Je crois que tu es un super exemple de personne qui arrive à combiner toutes tes aspirations au service d'un sens qui est unique finalement. Donc, ça peut prendre différentes formes. Toi, par l'accompagnement et la photographie, ben, finalement, tout ça, c'est au service de du Oui. même sens, de la même direction, de la même finalité. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de ce côté-là, surtout quand on veut entreprendre, encore plus quand on veut entreprendre, plus on réunit tout ce qui est le plus vibrant en nous, plus on le réunit, plus on fait un concept unique qui nous ressemble, plus on se distingue, plus on s'éclate. Oui. Et puis ben, ça permet de proposer une palette de possibles pour les gens qui peuvent avoir besoin de nos services. Et c'est vrai que ne pas chercher, je dirais, euh, ne pas chercher la case métier dans laquelle on a envie de se ranger en tant qu'entrepreneur par un nom de métier, mais plutôt chercher profondément ce qui fait sens de façon à ce que les gens puissent se reconnaître au travers de ce qu'on propose, quels que soient les outils. Et les outils peuvent être très, très variés. J'aime bien l'exemple d'une personne qui est passionnée par l'art et qui est coiffeuse, qui a sa propre entreprise, qui a un beau salon et qui se dit bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte ce monde-là et que j'ouvre une galerie? C'était vraiment une passionnée. Et puis elle a décidé de créer un salon de coiffure galerie. Mhm. Voilà, donc il y a plein de Ouais. possibilités et ça rend chaque concept, chaque personne unique. Et je trouve que c'est hyper important d'allier comme ça tout ce qui a du sens pour nous et ne pas chercher à rentrer dans ces fameuses cases qui nous uniformisent et qui nous rendent moins singuliers, moins uniques. Donc Oui. voilà, c'est Et important. puis tu parlais aussi de faire confiance à son intuition et d'écouter ses émotions. Et ça rentre tout à fait dans ce processus-là. Ouais. Tout à Mm. fait. C'est vrai que aussi bien sur la joie ressentie est quand même vraiment un super guide hein, quand dans une activité on peut zoomer sur une expérience qui nous a donné énormément de joie, qui a fait énormément de sens, qui nous a donné énormément d'émotions, c'est quand même un guide. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux en faire? Et il y a forcément plein de façons de le faire. Hein. Il n'y a pas non plus qu'en tant qu'entrepreneur, on peut forcément trouver un moyen de mettre en œuvre ce qui est juste pour nous de plein de façons différentes. Donc, il s'agit de respecter l'ensemble de nos besoins, y compris notre besoin de sécurité, si c'est celui-là qui est là, y compris notre besoin d'autonomie ou d'indépendance quand c'est le besoin Et nos dont valeurs. on a, et surtout nos valeurs. Mm. Surtout nos valeurs. Ouais, Ouais. c'est important. Voilà. Merci Céline pour cet échange riche. C'était un plaisir. Merci à toi. Et puis ben, je te souhaite une belle continuation dans tes projets, que ça Merci. puisse se réaliser en septembre ou plus tard. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de raison. On va tout mettre Ouais. en œuvre pour. Et puis voilà, faire confiance à l'avenir. Je crois que en ce moment, quelles que soient les aventures qu'on entreprend, on a besoin d'y aller avec joie et enthousiasme. Ouais. N'hésite pas. Exactement. Merci beaucoup Céline. Avec plaisir, Tiffany. Je Merci te à souhaite toi. une bonne journée. Bonne journée à toi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes.
Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.